Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Portail de l'Environnement. Aujourd'hui, on parlera des sols salins. Sont-ils des opportunités ou des dangers pour l'agriculture? On en parle avec un invité, un spécialiste, il a nom, Herman Prodinotor. Bonjour. Bonjour, Monsieur William. Vous êtes expert en physiologie végétale et biotechnologie, c'est bien cela? C'est bien ça. Alors, quand on parle de sol salin, qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? D'accord. Monsieur William, permettez-moi avant de répondre aux questions, je tiens à souligner que je suis membre du laboratoire de physiologie végétale et d'études des stress environnementaux de l'Université d'Amérique-Calavi, laboratoire dirigé par le professeur Gandounou Christophe. Alors, c'est quoi un sol salin? Un sol salin, c'est un sol qui est riche en des éléments bien précis. Nous avons le sodium, le calcium, le potassium, le magnésium et des anions tels que le chlorure, le nitrate, le sulfate, le carbonate et le bicarbonate. Et c'est la combinaison entre les cations et les anions qui forment le sel. Donc, quand on prend le chlorure et le sodium, nous avons le NaCl, le chlorure de sodium. Donc, c'est un sol qui contient cet élément. Mais vous me direz que tous les sols contiennent ces éléments. Oui. Donc, il y a un seuil qui a été établi par les scientifiques. Donc, quand ça franchit ce seuil-là, ça devient un sol très salin. Très salin. Donc, ce seuil, on le mesure en décisiemens par mètre. Donc, quand un sol a une quantité électrique supérieure ou égale à 4 décisiemens, alors ce sol est considéré comme salin. Parce que, à partir de ce seuil, la plupart des espèces cultivées ou non cultivées deviennent sensibles, ne parviennent plus à croître sur un sol pareil. Ok. Alors, quand on prend la planète Terre, on va faire une répartition. Où est-ce qu'on trouve les sols salins? Est-ce que c'est beaucoup plus en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique? Alors, les sols salins se retrouvent sur l'ensemble du globe. Partout. Un peu partout. Un peu partout. Tout à l'heure, quand nous aborderons les causes, on va voir pourquoi c'est sur l'ensemble du globe. Mais quand nous voyons cette carte qui s'affiche déjà, nous voyons que, aussi bien en couleur noire, ça c'est la surface des sols salins. Les parties noires. Voilà, c'est les parties noires. Les parties où il n'y a plus de sel. Voilà. Donc on voit bien que aussi bien les pays côtiers que les pays de l'interland sont touchés. Mais on pourrait dire que puisque les pays côtiers sont proches des océans et des mers, ils pourront être plus... Vous allez dire, aurait des sols plus salins. Effectivement, puisque ces pays côtiers sont sujets à l'intrusion marine, l'eau de mer qui vient contaminer le continent. Mais il y a d'autres sources, d'autres causes de la salinité, quand nous aborderons ce cas tout à l'heure. Et vous comprendrez que les pays côtiers, aussi les pays de l'interland, les pays qui ne sont pas côtiers, sont sujets à ce phénomène et que l'ensemble des continents du globe sont affectés. Donc, presque tous les pays du monde ont des sols salins. Et actuellement, il est estimé que 7% de la surface terrestre globale est touchée et 33% des zones irriguées sont touchées par le phénomène de la salinité des sols. Vous imaginez, les 1/3 des terres irriguées sont touchées. Comment expliquer que les 1/3, j'allais dire, des terres irriguées sont touchées par la salinité? Mais, monsieur William, l'eau qu'on utilise pour irriguer, quelle est sa qualité? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé des ions. Il y a des minéraux. J'ai parlé des ions. Des ions, tout à fait, oui. Le premier élément qui apporte ces ions, c'est l'eau. C'est l'eau, exactement. Voilà. Maintenant, l'autre élément, nous avons les engrais, les types d'engrais qui sont utilisés. Comment sont les engrais utilisés? Et on va voir aussi comment les pratiques culturelles aussi peuvent aussi. Vous voulez dire, plus on apporte des engrais chimiques, des intrants chimiques à l'agriculture, cela aussi peut être aussi à la base de la salinité qu'on constate de certains sols. Effectivement, puisque le seul fait d'apporter de l'engrais, certes, la plante en a besoin. La plante va l'utiliser pour croître, pour nous produire des grains ou des fruits et autres. Mais il y a le phénomène d'évapotranspiration, nous avons l'évaporation. Et nous sommes dans un pays où nous avons le soleil tout le temps. L'évaporation est là, l'eau n'est plus là, donc le sel reste. Et si l'eau utilisée pour irriguer le champ est de mauvaise qualité, si l'eau est saumâtre, si on ne définit pas la qualité de l'eau à l'avance, lorsque le phénomène d'évapotranspiration va passer, le sel va rester dans le sol en fait. Et figurez-vous que ce phénomène dont je décris en parlant de la salination des sols, c'est un phénomène qui ne donne pas de nos jours. C'est un phénomène qui est là bien avant que l'homme ne vienne sur Terre et qui perdure, qui même croît. Ça ne diminue pas, ça ne diminue pas. L'activité humaine, l'activité de l'homme accentue le problème
Au point où des travaux estiment que d'ici 2050, près de 50% des terres cultivables seront perdues du fait de la salinisation des sols. Et cela pourrait être un danger pour l'agriculture, pour l'alimentation. Mais effectivement, parce que, vous voyez, quand vous prenez la tomate, le maïs, le riz, j'en passe, toutes ces spéculations ont été domestiquées dans un environnement non salin par nos aïeux. Donc, ces spéculations ne sont pas disposées à tolérer le sel. Ouais. Donc, si les sols sont salins, on va les cultiver où? Donc, déjà, on commence à avoir un baisse de rendement. Ouais. Donc, si tu t'attends à avoir 10 tonnes à l'hectare, par exemple, ben, tu te retrouves peut-être à 5, à 8, ou au pire des cas, ben, la terre ne devient plus du tout cultivable. Donc, si les pratiques culturelles aussi ont des conséquences. Effectivement. Et vous voyez ce graphe qui est derrière nous. Ouais. On voit bien de 86 à 2016, l'étude a démontré que plus de 100 millions d'hectares de terre se sont affectés. Donc, en 30 ans, on voit que la salinisation des sols s'est accrue. Donc, mais en 30 ans, qui agit? C'est l'homme. C'est l'homme qui est là. C'est l'homme qui agit, c'est l'homme qui irrite, c'est l'homme qui apporte des engrais, c'est l'homme qui fait de la monoculture, c'est l'homme qui fait de mauvaises pratiques culturelles. Et toutes ces actions combinées. Eh bien, accentuent le phénomène de la salinisation des sols. Donc, c'est un problème majeur et ça continue. Nous sommes en 2022. Ouais. Ben, d'autres études sont en cours qui vont nous donner les chiffres. Donc, il est vraiment urgent surtout quand on dit que d'ici 2050, Oui, 2050. Plus de 50% des terres seront des sols salins. Alors, il y a de quoi réfléchir, à se dire, mais comment faire pour arrêter ce danger? Effectivement, voilà. Pour arrêter un danger, on va faire un diagnostic, donc il faut l'identifier. C'est comme un médecin. Justement, comment identifier la salinité? Comment mesurer cela? Voilà. Il y a deux méthodes majeures. Okay. Donc, nous avons les indicateurs visuels, indicateurs non visuels. Visuels, vous êtes dans votre champ. Vous voyez, du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, on peut constater que le sol est salin. Vous constatez que d'une année à l'autre, les rendements que vous avez d'habitude diminuent. Même si vous respectez toutes les pratiques culturelles, les engrais, toutes les techniques. Toutes les techniques, ou bien ça diminue. Ou bien, vous voyez que il y a des croûtes blanches qui apparaissent sur votre sol, mais commencez pas à vous inquiéter. Donc, ou bien, dès que vous semez, pour vous faire vos pépinières, il n'y a plus de germination. Ou bien, quand vous avez changé peut-être l'eau que vous utilisez pour irriguer votre champ, la source d'eau a changé, vous avez une source d'eau, et vous remarquez que il y a une brûlure sur les feuilles. Bon, il peut y avoir d'autres conséquences de carence, mais déjà quand vous remarquez des brûlures, questionnez-vous. Par exemple, ça c'est un exemple de croûte à Djegbadji. Là, on est à Djegbadji, au Bénin, dans la commune de Ouida. Voilà. Là, on sait que quand on va à Djegbadji, tout Béninois qui va là-bas ou étranger, on voit ces caractéristiques. Les taches blanches, les croûtes blanches qui sont là, qui nous indiquent, c'est du sel. C'est ça qui a poussé nos mamans de Djegbadji à racler ces surfaces pour nous produire de cette manière artisanale. Et il est important de souligner que, je ne connais pas l'histoire de Djegbadji. Je ne sais pas si, depuis quand c'est devenu Djegbadji, mais est-ce que il y a 50 ans, il y a 100 ans, est-ce que c'était comme ça? Je n'en sais rien. Peut-être des études. J'allais vous demander, est-ce que c'est un sel de bonne qualité? Le sel de Djegbadji, des travaux que je n'ai pas menés, d'autres ont fait, démontré que c'est un bon sel qu'il faut consommer. C'est un sel iodé. Iodé, donc c'est bon pour la consommation, pour cuisiner. Okay. Mais notre ici, c'est pour la plante. La plante, oui. La maman qui va racler le sol pour vendre son sel le kilo à 200-300, il ne peut plus cultiver de la tomate, ni du riz. Ouais. Donc, sa seule activité se limite là. Mais aussi, il faut souligner, pour produire le sel de manière artisanale, où est-ce que nos mamans vont chercher les bois? C'est dans les mangroves. Donc, ça veut dire on coupe les mangroves. On coupe les bois dans les mangroves. Donc, il y a aussi une incidence sur l'environnement. Donc, le seul fait qu'il y a une salinisation, il y a certaines déforestations. Donc, la maman ne peut plus cultiver. Donc, il y a de la morosité économique. Certains vont sûrement quitter Ouida pour venir à Cotonou, aller ailleurs. Donc, il y a une exode qui se passe. Donc, puisqu'il n'y a plus d'emploi, il y a le taux de chômage qui grimpe. Voilà les conséquences. Donc, ceux qui restent vont produire ça de manière artisanale, sont obligés même d'aller couper les bois dans les mangroves, donc vont avoir une incidence sur l'environnement. Donc, voilà des conséquences. Donc, les conséquences s'enchaînent. Donc, il est vraiment important, le cas de Djegbadji est là, qui constitue un cas en griffe école. Je dis école parce que ça nous apprend
ce problème pour que dans l'avenir, un cas pareil ne survienne plus ailleurs. À part Djegbadji, docteur Herman Podinoto, est-ce qu'il y a d'autres localités où on constate cette forte salinité des sols au Bénin? Oui, il y a d'autres localités. Comment nous les avons identifiées? Nous sommes en partenariat avec les maraîchers du Bénin, parce que ce sont ces maraîchers qui utilisent l'eau surtout pour irriguer. On a remarqué que quand ils arrosent les plantes, ils ont des problèmes. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, nous sommes basés à travers un projet du PADMAT, notre laboratoire en collaboration avec l'UNE. Nous avons analysé la qualité de l'eau utilisée. Dans ces différents champs maraîchers. Différents champs maraîchers à Cotonou et aux environs. Et par exemple, si nous allons par exemple à Ouida, à Degoué, c'est une zone qui est sujette probablement à la salination. Si nous allons à Grand Popo, à Nyangboto, la plage Nyangboto, c'est une zone où on voit que le problème de salination est très grave. Donc, pour nous donner citer que ces exemples-là. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'analyse de l'eau. Ouais. L'eau, il faut connaître sa qualité avant d'irriguer. Si le maraîcher, le cultivateur n'a pas les moyens, se rapproche de nous. Nous avons notre laboratoire qui dispose du matériel qu'il faut. Nous avons l'Institut national de l'eau aussi, avec qui nous collaborons, qui dispose du matériel qu'il faut pour accompagner. Sinon, les gens dans le champ, il suffit qu'ils fassent un forage, ils se disent on a de l'eau, on peut arroser les plants, point barre. Non, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous avez fait un forage, même si vous êtes loin de la mer, que votre eau n'est pas saumâtre. Tout à l'heure, nous allons voir que la mer qui est à des kilomètres de nous peut bien contaminer votre forage. Si la mer contient de l'air phréatique et votre nappe phréatique a des communications avec d'autres nappes, ça va partir et puis c'est fini. Donc, vous pouvez bien avoir une eau saumâtre à travers votre forage. Donc, en dehors de l'eau, il y a des techniques aussi pour mesurer le niveau de salinité du sol. Ici, par exemple, cette photo, on voit une sonde qui est utilisée pour mesurer déjà au niveau des racines, est-ce que le sol est salé ou pas, pour voir, mais est-ce que si je mets ma tomate, si je mets mon riz, si je mets mon piment et ailleurs, est-ce que ça va pousser? Ça va pousser. Il faut souligner, tout à l'heure, j'ai parlé de 4 décimètres par mètre. Ça, par exemple, c'est une étude qui voit aussi en longueur, parce que la salinité varie aussi bien en profondeur, donc du haut vers le bas, mais aussi de manière longitudinale. Donc, il faut prendre ces paramètres en compte aussi. En profondeur, puis aussi de façon horizontale. Voilà, horizontale. Donc, tout à l'heure, je parlais des mesures. Je fais un peu de la digression, toujours pour quand même expliquer. J'ai parlé des mesures visuelles. J'ai parlé des croûtes qu'on sait. On peut constater à l'œil. Ou bien les plantes, le rendement chute. Mais il y a des mesures non visuelles qui tiennent compte de l'activité et des moyens qu'on a. Donc, selon les moyens qu'on a, qu'on soit seul ou en groupe, nous avons les sondes. Par exemple, ça, c'est une sonde qui est utilisée, connectée à un ordinateur, ou vous êtes dans votre chambre, ou bien vous êtes à la maison, vous n'êtes pas là. Ça vous enregistre la variation du niveau de sol, du sel dans votre sol. Et même s'il pleut la nuit, s'il pleut dans une semaine, dans un mois, vous savez que est-ce que la pluie qui est venue a apporté du sel ou pas? Du sel ou pas. Parce que tout à l'heure, on va parler de comment même l'eau de pluie peut être aussi une source de salination des sols. Ah oui. Ah oui, quand on va aborder le cours, vous allez voir. Donc ça, c'est une des méthodes qui sont utilisées et qui sont reliées à des capteurs qui nous permettent vraiment de quantifier le niveau de la salinité d'un sol. D'autres méthodes aussi qu'on peut utiliser, c'est la télédétection. Ah oui. Oui. La prise de photos aériennes oui. Par exemple, peut permettre de voir si le sol est salin ou pas. Effectivement. Si je veux, si j'ai mon champ d'un hectare ou 10 hectares, un hectare, je peux m'amuser à faire ça, 10 hectares, oui. Mais si je veux voir surtout Cotonou, mais surtout le Bénin. Ah oui, il faut nécessairement des photos aériennes. Voilà, il faut là, quand même. La télédétection. Voilà, donc des moyens beaucoup plus colossaux, quand même pour avoir des données beaucoup plus fiables pour analyser. Et ça, des travaux, c'est toujours des sondes. Ici, c'est sur le riz qu'on a effectué ici à l'ITA, toujours pour quand même mesurer le niveau de salinité du sol. Ici, en dehors de la salinité, nous sommes intéressés à la vie du sol, parce que le sol aussi respire, donc nous sommes intéressés au potentiel rédose, au pH, à la mesure du sol pour voir, mais est-ce que s'il y a la salinité, comment le sol vit et comment les micro-organismes se comportent et comment les racines de la plante aussi entrent en combinaison avec tous ces éléments-là et comment cela impacte la croissance de la plante aussi.
Donc, c'est vraiment important de quantifier le niveau de la salinité d'un sol. Tout à l'heure, j'ai parlé de la télédétection. Donc, là, c'est voilà, quelques images de la quelques images. Et on peut ces images ont été prises dans quelle localité déjà? Alors, ça, c'est pas au Bénin. C'est les travaux. Non, c'est pas au Bénin. Okay. C'est les travaux qui ont été faits en Asie. En Asie. Où la première image, c'est là. Oui. Le A, ça, on voit bien que c'est la première croûte dont je parle. Vous voyez que tout ça, c'est du sel. On peut même décaper du sel. En B, c'est une observation de ce sel-là au binoculaire pour voir la structure. Là, ce sont les géologues qui se sont penchés sur ça pour voir quelle est la structure du sel. Donc, c'est des études pour voir comment ce sel peut être utilisé. Tout à l'heure, on va parler des avantages. Je vais avoir une introduction pour parler des avantages tout à l'heure. OK. Et en C, c'est un microscope optique qui a été utilisé. Voilà, pour voir toujours quelle est la structure de ce sel. Et en D, c'est un microscope électronique qui a été utilisé toujours pour caractériser, pour aller beaucoup plus loin, afin d'identifier les structures, comment le sel est là, comment les différents éléments entrent en ligne, s'imbriquent, voilà, toujours quand même pour sonder la salinité. Mais vous allez vous dire, mais pourquoi faire tout ça? Mais justement, pourquoi on fait tout ça? Mais figurez-vous, la journée mondiale du sol, c'est le 5 décembre de chaque année. Tout à fait. L'année dernière... Je vous rappelle, le thème, c'était justement... On a parlé de... J'ai oublié le thème déjà, mais vous pouvez me rappeler effectivement, la France choisit à la salinisation des sols pour stimuler leur production. Voilà, oui. On a dit stopper la salinisation des sols, stimuler leur production, exactement. Oui. Mais si on en vient à dédier une journée de réflexion sur la salinisation des sols, si la FAO en décide... Mais ça veut dire que c'est un problème. Ce n'est pas quelque chose où... Anodin. Non, anodin. Donc, si nous, les scientifiques, depuis des années, nous nous penchons sur ça, c'est que nous avons constaté, eh bien, la FAO dit, ah non, vraiment, c'est un problème qui touche le monde entier. Donc, il est vraiment important de creuser, de s'y pencher. Et moi et des chercheurs de mon laboratoire, le laboratoire de physique végétale et d'études de stress environnementaux, nous creusons sur ce sujet, sur différentes espèces. Et tout à l'heure, toujours, on parlait de la salination des sols, j'ai parlé de 4-10 semestres. Si je prends ma tomate, comment je peux savoir si ma tomate peut tenir sur un sol? Il faut mesurer le niveau de salinité du sol. Et selon ce niveau, il y a différents niveaux de classification pour aborder la question de la classification des sols salés. Donc, si la couverture électrique est inférieure à 2 décimètres, tout à l'heure j'ai parlé de 2 décimètres, donc, parce que le sel conduit du courant. Donc quel est le taux normal, normalement? Le taux normal, c'est 4. C'est 4. C'est 4. C'est ça qui a été accepté par la communauté scientifique dans le monde entier. Parce que c'est pour éviter les affaires de millimolaires, grammes par litre, non. On sait que tu prends ta sonde, tu le mets dans le sol ou bien dans de l'eau, donc tu vois la valeur. C'est 4, c'est normal. Voilà. Il n'y a pas de problème, ça peut aller. Ça peut aller. Maintenant, il faut souligner qu'il y a des spéculations qui déjà à 3 ne tiennent plus. Ne supportent pas. Ne supportent pas. Le riz. Le riz, par exemple, ne supporte pas. Déjà à 3. Déjà à 3, le riz a des problèmes. Soit on n'a pas du tout le rendement baisse, soit ça ne gêne même plus, soit ça ne croit même plus. Donc, tout à l'heure, nous pourrons peut-être aborder comment le sel agit sur les plantes, tout à l'heure, dans une émission. Mais si je prends le cas du riz, l'effet que le sel a sur le riz, au niveau de la germination, ça n'a pas le même effet quand le plant sera au niveau du stade de plantule, au stade reproductif ou au stade de la maturité. Le riz est plus sensible au stade plantule seedling et au stade quand ça rentre en phase de reproduction. Alors que le riz est plus résistant au sel quand le riz est au stade de la germination. Donc, tout ça, c'est les études qui nous ont permis de démontrer tout ça. Voir tout ceci. Donc, quand on parle de classification, quand le cultivateur ou bien un groupe de cultivateurs s'approche de nous et qu'on fait une étude, en quantifiant son sol, on fait dire voilà, ok, avec inférieur à 2, donc non, le sol est non salin, allez-y, mais en 2 et 4, légèrement. Mais de 4 à 8, c'est modérément, et de 8 à 16, hautement, et au-delà de 16 à extrêmement. Voilà, donc au-delà de 16, parce que sachez qu'il y a des plantes qui tolèrent au-delà de 16. Ah oui? Ah oui, il y en a. Quel exemple? Ben, il y a les halophytes. Ça veut dire quoi, halophyte? Alors, une plante halophyte, halo veut dire sel. Sel, oui. Donc, qui aime le beaucoup sel. De sel. Beaucoup de sel. Vous avez un exemple quand même concret de plantes halophytes? Les salicornia, par exemple.
Je ne connais pas le nom en français. Non, pas fond. Mais en français, on l'appelle salicolia. Ça donne quel fruit Non, ça ne donne pas de fruits. Ce n'est pas une plante qu'on consomme. On ne consomme pas. On ne consomme pas. C'est une fleur une plante, donc c'est une herbacée. Ce n'est pas une fleur, mais c'est une plante herbacée. On la voit au Bénin? On peut en retrouver au niveau de nos côtes. De côtes, ok, d'accord. Oui, on peut. Je dis on peut, je n'ai pas fait d'études sur ça, donc pour savoir je vais quand même regarder les réserves. Oui. Mais je peux quand même dire le filao. Si on prend le filao. Okay, le filao. Le filao, moi j'ai fait d'études, mon master sur ça, sur le casonade accusifolia, où j'ai démontré que le filao peut résister au-delà de 200 millimolets. Vous connaissez la forêt de filao qui est à Papa? Effectivement. Vous avez vu comment ça... C'est une grande forêt. C'est une grande forêt. Ça veut dire que vraiment les filao supportent la salinité. Oui, mais ça, pas que même. Les filao ont même l'avantage de jouer un rôle de brise-vent aussi. Aussi, exactement. Pour limiter l'érosion et autres. Et bon, toujours un peu de digression, mais les travaux que j'ai effectués ont démontré qu'en usant le filao, en combinaison avec des micro-organismes du sol, tels que les franquillas, qui vont fixer l'azote du sol, et les mycorhizes qui vont aller chercher le phosphore du sol, bien, en mettant ces micro-organismes du sol avec le filao, on produit le pépinière, on peut réhabiliter un sol salé. Ah oui. Oui, donc on pourra en parler tout à l'heure quand on va parler des solutions. Donc, vous voulez dire pour réhabiliter les sols, bon, peut-être qu'avec les solutions, on peut creuser mais quand je prends par exemple le cocotier, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est aussi une espèce de plante qui supporte les sols salins? Oui, on peut le dire. Je crois que je n'ai pas venu de dire ça, mais on peut le dire parce que sur le côte, pour la plupart du temps, on le voit, ça résiste. Et ces racines sont bien ancrées. Si tu mets un cocotier sur un sol marin, sur la plage, ben ça tient. Ça tient. Tu mets une autre plante, ça pas l'eucalyptus, j'en doute fort. Ou d'autres plantes, ben, ça pourrait ne pas tenir. Mais les cocotiers, ces racines sont structurées de telle manière pour tenir dans de tels milieux. Et même s'il y a les embruns marins, l'eau de mer qui vient avec l'embrun, le vent, qui touche les feuilles peuvent légèrement jaunir. Mais elles résistent dessous ces feuilles. Et voilà, ça résiste. Donc le cocotier, on peut l'inclure dans cette sous-groupe de plantes qui résistent au sol salin. Effectivement. Alors, parlons maintenant des causes. Alors, avant d'aborder les causes, je vais abonder quand même sur ce tableau qui nous est donné. On a parlé des sols salins. Mais il faut souligner aussi qu'il y a le sol sodique et le sol salin sodique. Quand on parle de sodique, ça veut dire quoi? Sodique, donc il y a du sodium. Tout à l'heure, j'ai parlé du chlorure de sodium. Ouais. J'ai cité d'autres éléments. Mais le NaC, le chlorure de sodium, est le sel le plus répandu. On le retrouve, c'est plus de 40% de sel dans le monde entier. Okay. Nous avons la mer qui est riche. Donc, mais il y a d'autres sels, le sulfate de magnésium, le sulfate de sodium et au potassium. Donc, puisque le sodium est l'élément dominant, les chercheurs sont basés sur ça pour faire une autre classification en incluant le pH, parce que le sodium va influencer le pH, mais aussi en incluant aussi le pourcentage d'échange et le rapport d'absorption du sodium. D'accord? Et c'est ça qui nous a permis de classifier de sol sodique et sol salin sodique en fait. Donc, pour un sol normal, la conductivité électrique est inférieure à 4. Mais le pH est inférieur à 8,5. Le pourcentage de sodium échangeable, c'est inférieur à 15. Et son capacité d'absorption du sodium, c'est inférieur à 13. Et ce pourcentage est calculé par rapport à la présence d'autres ions au calcium, parce qu'il n'y a pas que le sodium, il y aura d'autres ions, mais ils seront en faible quantité. Donc, c'est sur cette base-là qu'on quantifie le pourcentage en fait. Et ce qui est important, vous voyez qu'un sol sodique, le sol pH sodique, sans être salin, parce que sa conductivité électrique est inférieure à 4. Ah oui? Oui. C'est vrai. Donc, et le sol pH sodique, donc, mais quand on voit le taux de sodium par rapport aux autres éléments, au calcium... Parce que là, on parle de sol, normal, mais sodique. Oui. Mais là, sa conductivité est supérieure à 4. Pour le sol sodique, inférieur à 4. Oui, inférieur à 4. Oui, inférieur à 4. Inférieur à 4, oui, exactement. Je parlais de saline sodique. Oui. Donc, pour le sol saline sodique, c'est que, bon, ce sol est vraiment salin, donc conductivité électrique supérieure à 4, parce que tout à l'heure, on a défini que si un sol a une conductivité électrique supérieure ou égale à 4, c'est d'office un sol salin. Donc, ok, c'est supérieur à 4, donc c'est un sol salin. Maintenant, en allant voir le pH, en allant voir le pourcentage de sodium échangeable et le rapport d'absorption du sodium, on a vu que ces éléments aussi sont importants, donc c'est un sol salin sodique. Okay. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que nous n'avons pas ces informations au Bénin. En dehors de Djegbadji, où
nous avons fait des travaux pour quantifier le niveau de la sainteté de certaines eaux utilisées pour irriguer au sud du Bénin. Ben, aucun travaux actuel ne peut nous dire quelle est la quantité de sol salin au Bénin. Il n'y a pas d'étude qui le montre. Pas encore. Dans l'avenir, sûrement. Pourquoi vous attendez votre laboratoire? Oui. On peut demander au professeur Gandol, mais il y a du boulot. Il y a du boulot, bonne question. Et c'est ce que nous faisons. Il faut commencer quelque part. Nous avons commencé par résoudre le problème des maraîchers en s'approchant d'eux pour les aider, pour les accompagner dans la qualité des eaux. Ouais. Et des projets sont en cours, des projets sont soumis au projet des bailleurs de fonds parce que quantifier les sols salins, tout à l'heure, nous avons vu les mesures non visuelles. Les sondes qui sont utilisées, c'est de l'argent pour les acheter. S'il faut aller faire la télédétection, il faut des moyens colossaux. Ouais. Donc, mais aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a Djegbadji, qu'on va acheter pour faire du tourisme. Le ministère de l'Agriculture, quand même, devrait aussi travailler avec vous. Oui. Si on a des sols qui sont bien, qui sont moins salins, ça veut dire que la production pourrait augmenter. Effectivement. Donc, par conséquent, le ministère aussi de l'Agriculture doit aussi travailler avec vous. Sûrement que les autorités du ministère suivent cette émission et ils savent que nous insistons. Nous travaillons avec les gens de l'INRAB, donc forcément le ministère sait que souvent le pont entre chercheurs et les décideurs politiques, il y a ce pont qui n'est pas tout le temps solide. J'espère quand même que avec l'actuel gouvernement, on essaie quand même de solidifier cela. Oui, la recherche, il faut les moyens. Et ce qui est un peu difficile en Afrique, c'est que nos gouvernements n'ont pas souvent les moyens pour mettre à disposition de nos pays. Il y a un budget qui est défini. Quand on prend l'impôt, en classe, tel pourcentage est défini pour la recherche. Pour la recherche, quoi. Donc, le gouvernement accompagne les universités, mais ce qu'il peut. Maintenant, nous, chercheurs... Parce qu'on dit que parfois vous cherchez trop, mais vous ne trouvez pas vite. Mais si on cherchait, oui, mais c'est écrit dans la Bible qui cherche trouve. Ah ouais. Mais si on ne cherche pas, on ne va jamais trouver. Exactement. Mais il faut continuer à le chercher. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut être passionné. Oh, le décideur, lui, il veut quelque chose dans l'immédiat parce qu'il veut régler un problème. Non, mais un chercheur est quelqu'un d'honnête. Il ne faut pas donner une information pour donner. Il ne faut pas dire que le décideur veut une information qu'il va donner si l'information est fausse. Ça va créer d'autres conséquences. Si vous voulez, je prends un exemple, oui. M. Emmanuel Podinoto. Vous savez, je pense, par exemple, pour l'actuel régime qui est là, ils ont 5 ans pour ce second mandat. Oui. Et on vous donne quelque chose à chercher et vous dites que je peux le trouver peut-être à la fin de votre mandat. Or, lui, il veut l'appliquer pendant le mandat. Ça veut dire que parfois, il va se dire, attends, écoutez, moi, cette réponse-là ne vient pas vite. Monsieur Joki, est-ce que vous m'avez compris? J'ai compris votre question. Vous savez, dans le gouvernement, nous avons des enseignants, des chercheurs, des grands chercheurs. L'actuel ministre de l'enseignement supérieur. Quand une question scientifique est définie, quand vous faites un master, on dit en 6 mois, faites vos terrains. D'autres mettent 6 mois, d'autres mettent 1 an. Ouais. Quand vous êtes en thèse, au Bénin, c'est 3 ans. 3 ans, oui. Ailleurs, c'est 4 ans. Donc, il y en a qui finissent en 3 ans. Au moins 3 ans. Donc, au moins 3 ans. Ouais. Donc, pourquoi on finit après une thèse, tu peux t'inscrire en dérogation pour prolonger. Donc, on sait qu'une thèse, tu bosses dur, la question scientifique est posée, le sujet est défini pour que tu ailles au fond pour trouver la solution en 3 ans. Donc, c'est ce qu'on espère. Mais il peut y avoir des problèmes. Moi, par exemple, avant de finir ma thèse, j'ai passé 1 an rien qu'à essayer de faire germer mes grains. Et c'est voir le niveau de germination. Non. J'ai mis mes grains en germination. Oui. J'ai mis tout le protocole, mais ça ne germe pas. Et là, vous attendez. Non, mais pas que je ne croise pas les bras. Mais vous continuez toujours à chercher. Non, mais justement, un chercheur doit se dire, mais pourquoi ça ne gêne pas? Il faut connaître la cause, il faut apporter des éléments, il faut contacter les chercheurs, savoir, mais est-ce qu'il faut apporter de la gibberelline, est-ce qu'il faut chauffer les grains, quelle technique utiliser jusqu'à avoir la germination? Donc c'est qu'in fine, j'ai pu faire germer ces grains, ce qui m'a permis de travailler. Ah, finalement, ça a germé. Oui, mais justement, mais c'est pour dire, mais j'ai pu identifier in fine la cause pourquoi, oui. Avant de trouver cette solution. Et c'est comme ça. Mais la pénicilline, à la base, c'est un autre travail qui a été fait. Oui. Le gars, il prend ses bois de pétri, il fait sa culture. Fleming. Mais il voit que ces micro-organismes ne croient pas. Il fait tout. Mais il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est en réfléchissant, il a compris que ailleurs à côté, quelqu'un de faire des travaux et le vent, l'air apporte. C'est cette pénicilline-là. Ouais. Bon, l'extrait, parce qu'il a fait l'extrait après, il a dû extraire avec une pénicilline sur son milieu de culture. Donc, dans la recherche,
C'est pas que c'est là, non, c'est des questions, un problème là, on se pose des questions, et chaque réponse devient une nouvelle question, comme le est-ce que vous comprenez un peu le problème des idées politiques? Justement, voilà. il a des résultats politiques à donner, parce que le président va dire, mais en 5 ans, tu as fait quoi? Mais la science, c'est pas de la loterie. Bon, c'était une parenthèse, docteur Pognoto. Alors maintenant, venons-en maintenant aux causes. Voilà. Alors, 2 causes majeures. Cause primaire, cause secondaire. Cause primaire, ça veut dire quoi? Les causes qui sont naturelles, donc dues à la nature. Vous voyez, la roche-mère, parce qu'avant qu'on ait la terre, le muscle, il y a la roche-mère. Cette roche-mère contient des minéraux. Donc, dès que ça s'effrite, quand il pleut, l'eau de mer, ruissellement, quand on va à la dissolution, cette roche-mère apporte des minéraux dans l'eau. Nous avons la pluie. Vous savez que l'eau de pluie, si on prend une pluie de 100 mm, pendant un an, ça peut apporter, qui contient 10 grammes de sel, ça peut apporter 10 kg de sel par hectare en un an. Wow. Donc, si un pluie de 100 mm contient environ 10 grammes de sel, hein, donc ça peut apporter 10 kg de sel en un an. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes peut-être à ce bout demain, je ne sais pas quoi, je dis n'importe quoi, dans le zoo, loin de la mer. Mais si la pluie est, selon là où ça vient, selon sa quantité en sodium, vous aurez des sols salins. Voilà. Donc, il y a la pluie, et nous avons aussi le phénomène d'intrusion marine, dont je parlais tout à l'heure, où le gouvernement a besoin d'installer des digues pour quand même limiter l'érosion. L'eau de mer vient contaminer les champs, les continents. L'eau de mer vient contaminer les nappes phréatiques. On parle d'intrusion marine. Vous êtes là, vous semez, vous voyez l'eau de mer qui vient contaminer. Donc, vous savez, entre autres, les problèmes d'intrusion, les problèmes de cause naturelle. Nous avons l'évaporation. L'évapotranspiration, plus l'eau s'évapore, le sel ne va pas monter, l'eau qui va monter. Et le sel reste. Le sel reste. Donc, dans les pays, les milieux semi-arides ou arides, le problème de la salination est beaucoup plus marquant, je vais dire. Ça, c'est un exemple, par exemple, une photo qui a été prise. L'intrusion marine. L'intrusion marine, ici, c'est le Sénégal, où on voit bien l'habitation qui est là, on voit bien là la mer ici en bas, et bien l'eau de mer est venue contaminer tout cet espace-là. Vous voyez bien, je parlais tout à l'heure de la croûte blanche, on voit bien la couleur blanche, qui s'affiche. Eh bien, c'est un problème qui persiste. Ça, c'est un exemple de causes naturelles. Maintenant, il y a aussi les causes secondaires ou causes anthropiques qui sont dues à l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme qui va prendre l'eau, donc la nappe phréatique, qui a fait son forage dans une nappe phréatique contaminée, qui prend cette eau, qui n'a pas pris la peine de quantifier, de voir le niveau de salination de ce sol, pour arroser, pour irriguer, il apporte du sel dans son champ. La déforestation constitue aussi une cause de salinité des sols. Puisque le sol est nu. Si le sel est venu par la pluie, directement, ou bien, c'est la nuit. Ou bien, je parlais tout à l'heure aussi de l'engrais utilisé, la surfertilisation, la mauvaise qualité utilisée, les pratiques culturales constituent aussi des causes anthropiques qui apportent du sel dans le sol. Voilà. Donc, OK. Maintenant, on va évoquer aussi les conséquences. Quand on a un sol salin, est-ce que c'est un sol adapté à la production agricole, mais c'est un sol pauvre qui ne peut rien donner? Pour parler des conséquences, M. Joki, laissez-moi vous raconter une histoire. Allez-y. La Mésopotamie. Vous savez que la chute de cette civilisation est due à la salination des sols. Il y a 2400 ans avant Jésus-Christ, c'est une ville prospère qui a installé un système d'irrigation. C'est l'actuel emplacement de l'Irak. L'Irak, oui. L'Irak, mais l'Iran. L'Irak, oui. Cette civilisation est tombée parce qu'ils n'ont pas bien géré les systèmes d'irrigation. Au point où, jusqu'à aujourd'hui, malgré que cette civilisation soit disparue, les sols sont tellement salés qu'on ne peut plus même cultiver sur ça aujourd'hui. Donc, le problème, ça a existé et ça continue d'exister. C'est-à-dire que le sel a fait partie d'une grande civilisation. Voilà. Mais si la terre ne produit plus et il n'y a plus à manger, ceux qui faisaient le riche, comment il va trouver l'argent? Il ne mange plus. Il disparaît. Il disparaît. Ça, c'est par exemple aussi une conséquence. On voit par exemple, c'est une zone. Quand j'étais à Dakar pour Toujours à Dakar. mon master. Donc, là, on dit c'est à Diamba, à une zone qui 25 km en amont de Saint-Louis. On voit bien une zone désertique due à la salination des sols. On voit bien la zone est désertique. Ça, c'est une des conséquences.
Parce que le sol est nu. est nu. Donc, autre conséquence, c'est, tout à l'heure, j'ai pris le cas de Djegbadji. Ben, le sol est salé. Il y a les zones rurales. Si ça survient dans une région, si on n'arrive plus à produire, ma terre ne produit plus, je me déplace. Donc, on migre. Oui, on migre. On va ailleurs. Déplacement de population, production faible. Tout ça. Et aussi, cause de déforestation. Parce que ces femmes qui font du sel à Djegbadji, par exemple, doivent aller couper le bois de la mangrove. Ouais. Donc, c'est aussi une conséquence. Une conséquence aussi, c'est le cultivateur qui va faire un prêt. On a des projets maintenant de la FIDA et autres. Ouais. Et qu'il y a un seul problème. Il faut qu'il rembourse. Est-ce qu'il y a une assurance derrière? Bon, avec la FIDA, il y a une assurance, tout, mais s'il était seul, s'il n'y avait pas ce programme-là, il doit envoyer ses enfants à l'école et autres. Et il doit se nourrir. Tout à fait. Aujourd'hui, on dit que les choses sont chères et autres. Ben, si il doit avoir 10 hectares, 10 tonnes à l'hectare de cette tomate, et s'il produit 8 ou 5, les prix vont flamber. Ouais. Donc, il y a toute une chaîne de conséquences qui sont à la base de cette santé constatée. Alors, M. Podjinoto, vous savez, quand vous allez à Semepodji, oui, vous avez vu les maraîchers qui sont pas loin de la mer. Oui. Alors, comment est-ce que ces gens-là font? Et puis, ces plantes, ça croît. Et ça dit qu'il y a des plantes qui acceptent la salinité du sol. Alors, votre question prend deux volets. Oui. La proximité avec la mer, et de deux, comment les plantes... Parce que je me dis, il doit y avoir intrusion saline. Alors, c'est pas parce qu'on est proche de la mer que forcément il y a intrusion marine. Parce qu'il y a aussi, il faut prendre en compte le relief de la partie. Donc, ils sont au niveau de la mer. Maintenant, est-ce que tel que le relief est-ce que l'eau de mer vient les déranger? Je ne saurais on ne saurait le dire parce qu'il n'y a aucune étude pour le moment. Maintenant, vous voyez que les plantes qu'ils cultivent, c'est les produits maraîchers. Les produits maraîchers sont... Les plantes ne sont pas très hautes. Ouais. Mais s'il y a dans le marin, mais s'il y a le vent qui apporte du sel, ça passe la plupart du temps. Il peut y avoir quelques feuilles qui sont brûlées, mais la plupart du temps, quand ils mettent leur salade, ils récoltent en quelques jours, quelques semaines, ils récoltent la salade rapidement. Donc, c'est des plantes qui sont adaptées à ce milieu. Et la question que vous avez posée, nous a poussé, nous chercheurs aussi, à nous poser la même question. À se dire, mais travailler avec eux pour voir, mais dans le lot, parce que ce n'est pas les mêmes variétés de tomates que j'utilise, de piment. Nous avons pris les différentes variétés de piment, par exemple, que j'utilise, pour aller voir au laboratoire, parmi les variétés, lesquelles. C'est le docteur, par exemple, mon collègue docteur Pincourt, qui s'est penché sur cette question. Et on a pu identifier des variétés de piment. Pareil pour la tomate, le chou, l'amarante, le chayo, le gourmand, le gombo, le concret. Donc, nous sommes rapprochés de ces maraîchers pour comprendre, OK, voici les variétés que vous avez, voici le problème qui se pose. Sûrement que dans le lot, il y en a qui résistent, il y en a qui sont sensibles. Donc, on les a pris. Donc, on a vu au niveau de la germination, OK, qui résiste, qui ne résiste pas. Ensuite, quand la plante germe, comment ça résiste, ça ne résiste pas. Et quand ça produit les fruits, quelle est la qualité de ces fruits? Est-ce que ça produit suffisamment? Si on s'attend à avoir 1 kg de fruits, par exemple, sur un plan, du n'importe quoi, est-ce que quand on applique le sel, est-ce qu'on a 1 kg ou bien est-ce qu'on en a moins ou est-ce qu'on a plus? Et quelle est la qualité nutritionnelle de ces éléments? Par exemple, le travail qui a été fait sur l'amarante en collaboration avec le docteur Ojou, on a vu que c'est la variété locale d'amarante. Cette variété, quand on la cultive sur un sol salin, il y a du sel, la production de vitamine A, B1 et B2 devient plus importante. Ce qui est bien ou mauvais? Ce qui est bien parce que la vitamine A, on en a besoin. Si tu prends une variété de plantes où il y a le sol salé, les autres plantes ne suivent pas, et tu mets cette plante-là, tu sais que la plante-là que tu mets sur un sol se produit encore plus de vitamines. Mais ça fait encore des bénéfices pour toi. Donc, ce qui est bien en fait, au moment où d'autres variétés d'amarante ne tiennent pas du tout, ces variétés qu'on a pu quand même identifier au laboratoire, en collaboration avec des chercheurs belges, eh bien, nous avons pu identifier que ces variétés résistent au sol salé. Mais quand il y a une certaine quantité de sel, la production en vitamines devient importante. Vitamine A, B1 et B2. Donc l'article est déjà publié, on peut facilement trouver sur Google. Ok, d'accord. Voilà. On a aussi vu aussi des plantes de riz que vous avez aussi expérimenté. Effectivement, les plantes de riz, moi j'ai travaillé sur le riz africain. Bon, j'ai fait des travaux sur le riz asiatique. C'est ce qu'on appelle le nerica? Non. Alors, comment on appelle cette espèce? Alors, on appelle cette espèce Oryza glaberrima.
Okay. Alors, il est important de souligner qu'il y a 2 espèces de riz cultivées dans le monde. Donc, il y a l'espèce d'origine asiatique, qu'on appelle Rosa sativa, donc origine, c'est de là que son riz a été détecté, et l'espèce d'origine africaine, Rosa glaberrima. Donc, l'origine, c'est en Afrique. Les 2 espèces sont vraiment des espèces. Donc, l'espèce asiatique est connue pour donner un meilleur rendement, mais elle résiste moins aux stress environnementaux, tels que la salinité et autres. Mais l'espèce africaine, Rosa glaberrima, est connue pour donner pas un si bon rendement, mais elle est connue pour résister à plusieurs stress environnementaux. Donc, les chercheurs se sont dit, mais pourquoi ne pas croiser les deux pour avoir une espèce hybride qui supporte... qui prend en compte les 2 potentiels. Ouais. Donc, un meilleur rendement et aussi résiste aux stress environnementaux. Et vous savez que bien avant ces travaux, aucun chercheur au monde n'a réussi. Et c'est les Africains qui ont réussi à faire ce croisement-là. C'est un scientifique majeur. C'était où au Bénin? Pas Africa Rice, je pense que qu'ils étaient au Bénin quand ils l'ont fait, je ne sais plus, mais dans tous les cas, c'est Africa Rice. Africa Rice qui l'a fait, ouais. Et c'est un scientifique majeur. Avant eux, personne au monde n'avait réussi à faire le croisement entre Rosa glaberrima et Rosa sativa. Donc, on ne le suit pas souvent, mais en Afrique, nous avons des compétences vraiment grandioses. Et ça a pris. Et ça a pris. D'où l'hybride qui a été trouvé, qui croit, on lui a donné le nom de Nerica. New Rice for Africa. Ok, New Rice for Africa. Donc Nerica. Voilà. Alors, parmi les Nerica, il y a des variétés qui vont résister à des virus, il y en a qui résistent aux mauvaises herbes. Donc, il y a différentes variétés qui ont été détectées. Alors, moi, mon travail s'est porté sur Rosa glaberrima. Pourquoi? Tout à l'heure, je disais que ça résiste aux stress environnementaux. Donc, je me suis posé la question sur la salinité. Ok. On sait que le riz général est sensible. Sûrement, dans le lot de Rosa glaberrima, il doit y avoir sûrement des espèces de glaberrima, des variétés de glaberrima, pardon, qui vont résister à la salinité. Donc, j'ai pris un cocktail de variétés de glaberrima et j'ai appliqué ce salin aussi bien en culture hydroponique, la photo passée tout à l'heure, qu'en champ. Et j'ai pu quand même identifier des variétés de glaberrima qui résistent à la salinité. Ok. Voilà. Ben, c'est bien, c'est quand même des recherches qu'on doit encourager. Oui. Tout à l'heure, la photo qui est passée tout à l'heure, donc on parlait tout à l'heure d'intrusion marine. Non, c'est l'avance, c'est celle-là. Mais bon, on parlait du riz. Ouais. Bon, notre réalisateur nous avance un peu. Voilà, du riz. Bon, ça, le riz, c'est les travaux qui ont été... On voit bien ça, c'est des riz qui sont en germination dans les bocaux. On voit les riz en hydroponie. Et ce travail a été fait jusqu'à produire des grains, jusqu'à analyser. Mais quand on prend le grain de riz, quand on prend... quel est le niveau de sodium? Est-ce que le sodium arrive à traverser la racine, jusqu'à traverser les feuilles, jusqu'à se retrouver dans le grain de riz? Si oui, quelle quantité? Bon, toujours pour avoir une idée sur la qualité nutritionnelle. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'intrusion marine. Oui. Vous avez pris le cas des maraîchers qui sont au bord de Semer. Oui. Si l'eau de mer vient, comment ils vont faire? Voilà cette photo. Nous avons les barrages anti-sel qui peuvent être utilisés pour empêcher le phénomène d'intrusion marine. Dans ce cas, on place le barrage où? Mais justement, ça, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain pour savoir, mais pour installer les digues que notre gouvernement a fait, c'est pas lever un petit matin pour le faire. Pas du tout. Et ça fait une étude pour voir quel endroit placer pour que ça ne crée pas d'autres problèmes. Ailleurs. Aussi, même pas qu'au Bénin, mais à nos voisins Nigeria comme le Togo. Voilà. Donc, il faut aller sur le terrain pour voir, OK, voici comment le phénomène se produit. On le met à tel endroit, nous sommes sûrs qu'on résout le problème une fois pour toutes. Voilà. Et là, c'est une méthode mécanique de réduire la salinité des sols. Voilà, c'est une méthode mécanique. Une méthode mécanique, c'est que vous avez votre terre, votre sol, qui est votre espace qui est déjà sujet à la salination des sols. Puis vous dites, OK, j'ai les moyens, je vais chercher de l'eau de bonne qualité, je viens inonder mon espace avec cette eau. Donc l'eau va permettre quoi? De dissoudre le sel. Certains vont s'infiltrer. D'autres non, vous allez récupérer cette eau et traiter. Mais il faut avoir les moyens financiers pour le faire. Il faut trouver l'eau de bonne qualité. D'abord pour arroser. Pour inonder. Et 3, il faut avoir les moyens pour traiter cette eau récupérée. L'autre méthode qui est utilisée, c'est une méthode chimique qu'on appelle, qui consiste à utiliser du gypse. C'est un minéral, le gypse, qui est riche en calcium. En calcium, oui. Et en appliquant le gypse,
le calcium va se substituer au sodium en fait. Ok. Et le calcium étant un élément utile à la plante et non toxique pour la plante plus facilement croît dans ce milieu. Alors il y a les méthodes biologiques qui sont les moins coûteuses et respectueuses de l'environnement. Par exemple le paillage. Ah oui. Le paillage, mais je n'ai pas dit tout à l'heure d'évapotranspiration. Mais pour éviter que le sol qu'il y ait évaporation, vous faites le paillage, vous semez votre piment, le piment aime bien le paillage, la tomate, vous faites le paillage, que ce soit avec les pailles ou bien avec le sachet, on voit justement quand ça se fait. Oui, et puis voilà ça protège le sol. Contre l'évapotranspiration. L'humidité reste. Ça reste, oui. Donc la probabilité que votre sol soit sujet à la salinisation est faible. Et là, c'est aussi de moyens, mais peut-être moins coûteux. Voilà, l'autre moyen, c'est ce que nous faisons au laboratoire, c'est l'identification et la sélection des spéculations résistantes à la salinité. Okay. Donc il y a ça, et il y a les techniques d'agroforesterie aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consistent à, tel que les travaux que j'ai fait pour mon master, qui consistent à prendre une espèce halophyte, une espèce qui résiste à la salinité, à l'associer avec les micro-organismes du sol et l'implanter dans un milieu qui est sujet à la salination du sol. Alors, docteur me dit que le temps est déjà parti, qu'on va quitter ce plateau pour d'autres émissions. Je sais qu'on aura encore d'autres occasions pour venir continuer. Je veux aussi, par exemple, qu'on parle un peu de comment est-ce que le riz serait à la base de la production de butane. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, effectivement. Est-ce vrai? Comment cela est possible? Alors, quand on va à Malawi, par exemple, comment cela se comporte? Il y a d'autres localités dans la tacoration produit du riz, comment cela se comporte? Je crois qu'on aura d'autres occasions à venir. Merci beaucoup à vous, docteur Herman Poginotor, expert en physiologie végétale et biotechnologie. Vous avez quelque chose à dire rapidement avant qu'on ne parte? Non, mais c'est juste pour souligner que le travail qui a été fait, je ne sais pas le seul, toute une équipe de laboratoire. Okay. Donc, il y a pour citer certains, Dr Oujou, Dr Pankou, Mme Kinsou, Baudouin, en tout cas, j'en oublie, mais merci à toutes les personnes. Et chers cultivateurs, chères associations, n'hésitez pas, ne restez pas dans vos coins, nous sommes là, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles pour travailler avec vous. Le procès quand nous installer une équipe très dynamique, très efficace, et le problème de la salination des sols, nous sommes là pour le résoudre au Bénin. Le Bénin n'aura plus ce problème-là. Merci beaucoup à vous. À toi, c'est l'occasion quand même pour lancer un appel à tous ces chercheurs qui ont des choses à montrer, à démontrer, parce que notre pays en a besoin pour se développer. On vous laisse notre plateau, et puis voilà, pour démontrer cela. Cela pourra permettre, pourquoi pas, d'apporter votre pied à la construction de ce pays. Merci beaucoup à vous et à la prochaine.